Les problèmes d'environnement sont des problèmes qui ont plusieurs dimensions, mais en particulier une dimension économique très forte, pour la raison suivante, c'est que les biens environnementaux sont à l'origine des biens libres qui deviennent progressivement des biens économiques par le fait qu'ils deviennent rares. Par exemple, l'air est un bien libre, mais l'air pur est dans certaines circonstances un élément qui devient rare et donc devient un bien économique. Cette caractéristique fait que la plupart des problèmes environnementaux peuvent être traités par les méthodes d'analyse de l'économie. Et l'écologie est souvent un domaine qui relève de l'économie politique. Cela dit, en la matière, on a plusieurs façons de gérer la rareté, soit une façon qui relève de l'économie dirigée avec des techniques de réglementation et des techniques de fixation de prix, des techniques de taxation, soit des techniques d'économie de marché relevant de la mise en place de marchés. Trop souvent, en matière de biens environnementaux, on applique la première démarche, un peu inspiré d'ailleurs par les travaux de ce qu'on appelle l'économie du welfare et des travaux de Pigou, qui considèrent par exemple que lorsqu'on est face à des externalités négatives, c'est-à-dire des conséquences négatives pour les individus non prises en compte par le marché, eh bien on est conduit à imposer des taxes pour compenser l'écart entre le coût privé que le marché prend en compte dans le prix et puis le coût social qui n'est pas pris en compte parce qu'il y a une externalité négative. Et l'autre solution, c'est pas la solution de Pigou, c'est la solution héritée des travaux de Ronald Coase, un prix Nobel d'économie, qui suggère de considérer que l'externalité n'est pas une défaillance du marché, comme c'est le cas dans l'analyse précédente, mais plutôt une défaillance de l'État dans sa mission de définition et de protection des droits de propriété. Et donc on a une autre action face aux externalités et de façon générale face à la rareté des biens environnementaux qui consiste à créer les conditions de fonctionnement d'un marché par la définition de droits de propriété. Alors bien sûr, ce ne sont pas forcément des droits de propriété comme ceux que l'on peut concevoir classiquement sur la terre, des droits de propriété terriens, en ce qui concerne l'eau, les océans, ou en ce qui concerne l'air par exemple. Face à des problèmes de pollution, d'externalités négatives, eh bien les droits de propriété se caractérisent de façon un peu plus imaginative par des droits d'usage, des droits d'émission dans l'air, des droits d'usage sur les océans, qui peuvent prendre, par exemple, dans le cas des océans, la forme, grâce à la technologie moderne, la forme de droits de propriété sur des bancs de poissons qui sont marqués par des isotopes, suivis par des satellites, et qui appartiennent, par exemple, à telle ou telle firme ou telle société, et qui suivent ce banc de poissons et l'exploitent de façon patrimoniale grâce à leurs droits de propriété là-dessus. Une expérience à Monaco particulièrement intéressante sur la protection d'une baleine, par exemple, qui appartenait, entre guillemets, à des individus qui avaient donné de l'argent à l'Institut océanographique pour pouvoir la protéger avec des techniques de suivi de satellite, et ça a donné de très bons résultats. Sur l'air, par exemple, on peut avoir la même chose, des droits d'émission, c'est-à-dire des droits d'usage de l'air, dans le cadre d'une enveloppe donnée, si vous voulez, d'émissions de gaz considérés comme dangereux, de gaz de CO2 par exemple, et ces droits d'émission peuvent s'échanger sur des bourses d'échange de droits d'émission. Donc on respecte un certain montant global d'émissions, et à l'intérieur de ce montant global, on attribue des droits d'émission suivant des critères que l'État peut définir, et ces droits d'émission peuvent être échangés sur des bourses d'échange, ce qui permet une régulation tout à fait marchande, tout à fait intéressante de ces caractéristiques. On pourrait appliquer le même raisonnement pour des tas d'autres problèmes environnementaux, par exemple pour la protection des animaux ou des espèces en voie de disparition.
Là aussi, on s'est rendu compte historiquement qu'il était tout à fait intéressant de définir des droits de propriété sur ces espèces. On se rend compte que des espèces qui ne sont pas appropriées d'une façon ou d'une autre, eh bien, ce sont des espèces orphelines et qu'elles peuvent avoir tendance à disparaître, être exploitées au-delà du raisonnable jusqu'à épuisement de la ressource, en application d'un principe que les spécialistes connaissent bien, qui est le résultat d'un travail de Gareth Hardin qui s'appelle Tragedy of Commons, c'est-à-dire la tragédie des vaines pâtures, qui montre que, c'est une vieille histoire, elle remonte à Aristote aussi, qui montre que ce qui n'appartient à personne est condamné à la ruine, parce que tout le monde se précipite pour utiliser cette ressource qui n'appartient à personne, et on aboutit à un résultat qui est la catastrophe, entre autres écologique, mais ensuite économique. Voilà, c'est une approche de l'environnement de marché qui est peu recommandée malheureusement par les pays européens. Et cette approche se retrouve par exemple dans les débats sur le protocole de Kyoto, où l'Europe et les États-Unis se sont affrontés sur le problème des émissions de CO2, où les États-Unis ont proposé d'insister sur les marchés de droits à polluer ou les marchés d'émissions. L'Europe était plutôt en faveur d'une réglementation fixant des quotas à faire respecter, et c'est un exemple typique, si vous voulez, de l'opposition entre l'écologie dirigée et puis l'écologie de marché. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne se rende pas compte que pour gérer la rareté, on connaît depuis la nuit des temps des techniques de marché qui sont des techniques à la fois efficaces et qui ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des individus, qui ne sont pas liberticides, alors que les autres techniques, comme les techniques de rationnement, les techniques de réglementation, de commande and control, eh bien, sont le plus souvent des techniques dont on n'est pas sûr que le résultat sera obtenu, parce que on est dans un monde complexe et incertain, et qui en plus sont liberticides, ou en tout cas aboutissent à mettre en place des polices comme les polices vertes, les contrôles qui sont des contrôles souvent qui viennent peser sur la liberté individuelle. On peut concilier la liberté individuelle et la protection de l'environnement en utilisant des techniques qui sont des techniques d'écologie de marché comme celles que je vous ai présentées tout à l'heure.